Flaubert, dans son Gréloire, comme je disais, est vraiment à la peine. George Sand, de son côté, elle ouvre le robinet, publie, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3 livres par an. Et ce qui m'a également surpris, c'est l'extrême complicité qu'il y a entre les 2. Cette soirée va être, organisée. La répartition, elle est très simple. Il y a les 2 modérateurs qui sont là. Yvan Leclerc qui est le spécialiste de Flaubert. Il est président de la Société des amis de Flaubert et donc ce soir, il va m'aider à torturer nos 2 amis qui sont ici présents. Brigitte Krulik qui est, très connue comme étant une spécialiste des idées politiques et ce soir, elle va être, interrogée sur, une biographie qui m'a, beaucoup impressionné, qui est la biographie qu'elle consacre à George Sand. Il y a eu d'autres biographies avant sur George Sand, mais pour moi, c'est, la plus dynamique, la plus précise. Quant à Thierry Clermont, lui non plus, j'ai du mal à le présenter puisqu'il est déjà venu ici plusieurs fois. Présenter des livres aussi divers que le travail qu'il avait fait à partir des manuscrits que possède la Société des autels littéraires sur les œuvres de Robert Desnos. Mais là, ce soir, il est sorti de son champ de voyage, qui est celui dans lequel il exerce souvent, pour un ouvrage, on ne l'attendait pas nécessairement. On en a parlé il y a déjà maintenant presque 2 ans. C'est-à-dire qu'il a fait un choix dans ce qui est pour moi la plus belle correspondance croisée qu'on puisse imaginer, celle de Flaubert et George Sand. Alors la correspondance, Thierry, Clermont, comme disait Jacques, on sent que, vous avez eu un grand plaisir, pour cette édition que vous avez annotée, vous avez choisi les lettres et que vous avez, préfacées. Jacques parlait de torture, mais bon, je crois que le maître mot quand même de George Sand, c'est la douceur, non? Alors ce sera une torture un peu douce quand même. Et alors la première question que je me suis posée, concerne la couverture. On commence par, vraiment l'extérieur. Vous rendez évidemment hommage, à l'édition de Jacobs, la première grande édition, scientifique, chez Flammarion. Et alors, je me suis dit: «Tiens, mais je dois avoir ça dans ma bibliothèque». Alors une édition un peu usée, dans couverture ancienne que vous connaissez sans doute? Le livre est épuisé, hein, ouais. Oui, il est épuisé, oui. Et justement, le vôtre, permet de le remplacer en tout cas. Et puis si, avec le choix que vous faites, et puis on peut aller le lire en bibliothèque, ensuite celui-là pour compléter éventuellement. Mais le vôtre donne déjà un aperçu tout à fait, très pertinent de la correspondance. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le titre ici, c'est Flaubert Sand, et que votre titre à vous, c'est Sand Flaubert correspondance. Et je me demandais si l'inversion avait un sens? Oui, le sens est simple, le sens est premier. En fait, cette année, le 150e anniversaire de la disparition de George Sand, donc c'est elle qui était, un peu plus à l'honneur que Flaubert. C'est pour cette raison, que l'éditeur a fait le choix de placer Sand, avant. D'accord. Voilà. C'est une décision d'éditeur, au Oui, départ? oui, moi j'ai fait pour rien. C'est comme la couverture, on me l'a proposé donc, c'est Ouais, et la couverture appartient à l'éditeur, plus oui, en à général, là l'éditeur commercial. et là je suis pas C'est auteur, je suis préfacier, mais en Ouais. général les auteurs ont pas tellement de voix au chapitre. Alors la première question est une question qu'Hélène Mongeant vous a déjà posée dans l'entretien qu'on peut retrouver en ligne sur le site de la Société littéraire. Évidemment, une question qu'on pose à toutes les personnes qui font des anthologies ou des florilèges. C'est celui du choix. Donc la correspondance de Jacobs comportait 422 lettres. Sur le site Flaubert, on est à 424 parce que depuis, il y a eu 2 lettres, inédites de Sand qui ont été retrouvées, et on a un équilibre, à peu près parfait, 221 lettres de Flaubert et 203 lettres de Sand, ce qui est très rare dans la correspondance de Flaubert parce que les lettres de femmes en particulier ont disparu. Ce qui est le cas exemplaire, dans le sens négatif de la correspondance avec Louise Collet, c'est-à-dire qu'on a les lettres de Flaubert, mais pas celles de Louise Collet, ou très peu. Et vous avez, sélectionné, on est à 117 lettres, c'est ça? 117. 117 lettres. Et à peu près
un peu plus de Sand que de Flaubert. On est à 66 lettres de Sand et 51 de Flaubert. Mais bon, on est dans un équilibre voilà, qui reflète l'échange général. Et alors la question est de savoir évidemment comment vous avez procédé pour passer de ces 422 lettres à 117 lettres. On suppose que le choix a été douloureux. Non, pas du tout. Ah bon? Donc c'est pas une torture, c'est pas une question de torture alors? À mon grand étonnement, moi-même, en fait, c'est la lecture d'un simple lecteur. C'est-à-dire, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas, spécialiste. J'aime beaucoup lire les correspondances. Celle-ci, je l'avais découverte dans les années 80 et en fait, le seul critère, c'était, bon, à la fois un équilibre, au sein de ce dialogue très, très chaleureux entre les 2 auteurs et j'étais plutôt guidé par le plaisir de lire et de découvrir. Donc le choix était assez simple, en fait. Les arbitrages ont été, assez rapides. Je suis parti de mon seul plaisir de lecteur, à savoir qu'est-ce que ces 2-là ont pu raconter, se raconter et nous raconter, parce que les premières lettres de leur correspondance, elles étaient publiées dès la fin du 19e, si je ne m'abuse. Pour montrer aussi, au-delà de la chaleur du dialogue et de la surprise, de ces échanges entre 2 monstres sacrés de la littérature que tout sépare en fait sur le papier et sur, l'encre. C'était, dévoiler peut-être des facettes, moins connues, moins stéréotypées des 2 personnages. C'est-à-dire que Flaubert n'est pas seulement le ronchon, bourru, retiré dans son gueuloir, accroissé. C'est quelqu'un qui bouge, qui voit des gens, qui vit absolument pas en ermite, qui a énormément voyagé, d'ailleurs, parce qu'ils se rencontrent dans les années, 1860. Et ce qui m'a également surpris, au-delà de cette différence, c'est l'extrême complicité qu'il y a entre les 2. En fait, tout les sépare sur le papier, comme je l'ai dit, ils ont 17 ans de différence. Elle écrit énormément. Flaubert écrit énormément aussi, mais c'est un peu plus laborieux, va-t-on dire. Et ils ont tous les 2 ce que George Sand appelle la rage du travail, c'est-à-dire la rage de l'écriture. La rage du travail, c'est une expression qu'elle emploie dans une lettre qu'elle adresse, à Flaubert. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas montrer, au lecteur qui pourrait être rebuté par, un volume qui regroupe les 400 et quelques lettres, de faire une sélection reposant uniquement à la fois sur le plaisir de lire, le plaisir de découvrir et de dévoiler, comme je le disais, certaines facettes, certains aspects de ces 2 personnages qui, au sein de leur correspondance, qui est extrêmement libre, chaleureuse, heu, relâchée, extrêmement familière, aborde aussi bien des sujets graves comme, la politique, la démocratie, hein. Les pages sur, la Commune notamment sont significatives à cet égard, mais qui parle également de problèmes familiaux, de problèmes domestiques, de botanique, de problèmes que les auteurs peuvent avoir avec leurs éditeurs. D'où la place centrale qu'occupe au sein de leur correspondance. Quelle est la place et le rôle de l'artiste et de l'écrivain dans une société qui est en train d'être bouleversée? On est au Second Empire, donc c'est le développement du chemin de fer, c'est le développement des divertissements, théâtre bouffe, exposition universelle et cetera. Donc le monde est en train de changer complètement et donc la place et le rôle de l'écrivain aussi. Et ils en parlent de façon extrêmement sérieuse, sans pour autant, négliger de l'humour, de la dérision, du sarcasme, des calembours, enfin on rit, on sourit à les lire, hein, au-delà des choses profondes. Elle, de son côté, George Sand materne, en quelque sorte, enfin c'est même pas en quelque sorte, elle materne celui qu'elle appelle le vieux Cruchard, son Cruchard chéri ou son vieux troubadour. Elle le materne comme un enfant au point de ne pas hésiter à le bousculer, à le houspiller, ce qui doit faire du bien à Flaubert, je pense.
heu, à tel point que, à la fin de sa vie, George Sand publie un de ses derniers grands romans qui s'appelle Marianne. Un petit peu négligé aujourd'hui, je sais pas pourquoi, on lui préfère, Consuelo ou d'autres ouvrages de fiction. Et Flaubert est bouleversé à la lecture de Marianne, parce qu'évidemment, les 2 s'entrelisent, hein, depuis une quinzaine d'années. Elle avait soutenu Salammbô, d'ailleurs. Et il lui fait part de son émotion liée à l'histoire, mais aussi à l'écriture. Et elle lui répond: «Mais allez-y, faites quelque chose de simple, qui fasse pleurer Margot». C'est pas les termes qu'elle emploie, mais c'est à peu près ça. Faites quelque chose de simple, direct, et il écrit un de ses chefs-d'œuvre qui est Un cœur simple. Voilà, donc c'est grâce à George Sand qu'on a aujourd'hui ce chef-d'œuvre qui fait partie des 3 contes. Voilà en résumé ce que je peux dire pour répondre à votre Vous question. parliez de Salammbô et Un cœur simple et en fait, les 2 encadrent la correspondance. C'est-à-dire que Oui, votre première lettre, une lettre qui est une lettre de Sand, à Flaubert, parle de Salammbô qu'elle vient de recevoir et du compte oui, rendu et on termine avec la lettre de Flaubert qui lui dit: «Bah, vous allez voir, vous allez reconnaître votre influence dans ce que je suis en train d'écrire. Mais hélas, oui, parce qu'elle meurt en 1867. voilà, elle meurt 8 jours après, la lettre de Flaubert», oui. 8 jours après, la lettre, Flaubert lui a survécu, 5 ou 6 ans, c'est ça, hein? En 80 4 ou, ans, oui, 4 ans, 4 ans, ouais, 76-80, oui. 80, ouais, Mmh, voilà. 4 ans. Mmh. Et entre-temps, il y a l'éducation sentimentale et elle accompagne alors la différence entre Flaubert et Sand, c'est que Flaubert n'écrit pas de compte rendu dans la presse, enfin, il Mmh, écrit c'est très, vrai. très peu dans la presse, alors que Sand accompagne chacun des livres de Flaubert depuis Madame Bovary, mais c'est Oui, c'est le compte rendu de Salammbô qui va les rapprocher. Ensuite, l'éducation sentimentale et donc 3 contes qu'elle ne lira pas. bien sûr, ouais. Enfin, Oui, un parce cœur que enfin, vous allez l'expliquer, beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire que George Sand avait quand même eu des frais et une famille à nourrir. Donc elle multiplie les adaptations, théâtrales, elle multiplie les articles dans la revue des Deux Mondes ou d'autres revues. Elle est près de ses sous et on la comprend, et elle aide même Flaubert à négocier ses contrats d'édition auprès de Michel, Lévy. Oui. oui, tout à fait. Mmh. Ouais, elle se montre très généreuse. Très, très Je vais génial. reprendre une autre question d'Hélène Mongeant qui était, comment définir cette relation qui est une relation, très certainement unique, dans la vie de chacun des deux auteurs. Qu'est-ce que vous diriez de cette relation C'est entre vraiment Sand et Flaubert? une amitié très profonde et très sincère. Très profonde et très sincère, et empreinte de beaucoup de tendresse, de complicité et aussi de dévouement l'un envers l'autre. C'est-à-dire aussi bien pour les affaires, personnelles, presque intimes, même s'ils ne rentrent jamais vraiment, dans l'intimité, l'un de l'autre, et vraiment un dévouement qui va même au-delà de la simple, amitié. Il faudrait peut-être il y a quelque chose de fraternel, en fait, entre eux. Alors que enfin, rien n'est prêté à entretenir ce type de relation. Je crois qu'au début, l'un comme l'autre sont surpris de s'étonner et de s'aimer. Enfin, c'est les mots qu'ils emploient, c'est, «Je vous aime», ouais. «Je vous aime», ouais, qui revient à plusieurs reprises dans leurs lettres. Mmh. C'est quelque chose de très, très surprenant, et que cette correspondance ait survécu à une postérité digne de ce qu'elle a été, c'est vraiment une découverte. Enfin, du point de vue littéraire, je rejoins ce que disait Jacques. C'est-à-dire que pour ce qui est de la littérature épistolaire, comme on dit, je pense que c'est vraiment un des sommets. Un des sommets, je cite dans la préface, il y a les échanges entre Henri Miller et Blaise Cendrars aussi, qui sont de ce niveau-là, ou de Camus avec, Maria Casares. C'est vrai qu'on n'a pas les lettres de Louise Collet. Les lettres de Diderot à Sophie Voland, ben, on a les lettres de Diderot, mais pas celles de Sophie Voland, et ça, c'est un regret, éternel, parce que c'est une des plus belles correspondances, amoureuses à sens unique qui existent. Et voilà, et
150 ans après, plus de 150 ans après avoir été écrit, ça n'a pas pris une ride. C'est-à-dire que ça parle toujours de choses essentielles. Même l'égalité homme-femme, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Qu'est-ce que la démocratie? Le suffrage universel? George Sand, après avoir été en 48 proche du socialisme et des révolutionnaires, heu, avec le temps, avec l'âge, elle se range plutôt du côté de Flaubert, quoi. Il tire à boulet rouge sur les communards, sur la démocratie. Flaubert disait: «La multitude voit bête». Voilà, on est au niveau de ce que disait Barbé d'Aurevilly. Lui, il est contre, ce qu'il appelle l'humanitarisme. Heu, voilà, et on est sous Napoléon III, hein, il faut pas l'oublier, hein. Mmh, voilà. Est-ce qu'on pourrait continuer sur ce qui les oppose? Hem, George Sand a écrit à Flaubert: «Nous sommes, je crois, les 2 travailleurs les plus différents qui existent, mais puisqu'on s'aime comme ça, tout va bien» et par ailleurs, elle parle d'opposition. Heu, Est-ce que, sur les points qui les opposent, est-ce que vous pourriez, essayer de nous en parler? Puis il y a quand même un mystère qui est que cette correspondance dure très, très longtemps, donc du coup, il y a quelque chose qui quand même les rapproche et qui fait qu'ils continuent à se voir assez peu finalement. Ils se rencontrent, de manière concrète assez peu, enfin, Mmh. un nombre de fois relativement, limité, mais ils continuent à s'écrire et d'une manière extrêmement dense, extrêmement régulière. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces sujets à la fois de divergence et puis de la base commune qui permet à cette, correspondance de durer dans le temps? Je crois que ce qui les sépare, non pas ce qui les oppose, mais vraiment ce qui les sépare, au premier chef, c'est vraiment l'écriture. Qu'est-ce que écrire? Qu'est-ce que publier? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'un livre est publié? Leurs 2 points de vue sont complètement différents. Flaubert, dans son Gulloir, comme je disais, est vraiment à la peine. Il peut passer plusieurs jours sur une phrase, sur un paragraphe, parce que une épithète, lui déplaît, parce que le sens du rythme, ça va pas. Voilà, Flaubert, c'est ça. George Sand, de son côté, elle ouvre le robinet et puis ça coule. Elle publie, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3 livres par an, minimum, hors correspondance. George Sand, c'est quand même quelqu'un qui écrivait plus d'une dizaine de lettres par jour. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que pour elle, écrire des romans ou des nouvelles, elle parle de récréation, en ajoutant que le vrai travail d'écriture, le plaisir d'écrire, c'est la correspondance. Ça, c'est assez exceptionnel. Donc ils sont opposés sur l'écriture, sur, le style, la différence d'âge aussi, de génération, la différence de milieu. Elle était aristocrate, pardon, lui, c'est un fils, de médecin, très réputé, à Rouen. Il se voit peu, mais il se voit bien, j'ai envie de dire. Elle se rend à 3 reprises à Croissé. Lui, je crois 4 ou 5 fois, si je dis pas de bêtises. Les 2 2 fois. 2 2 2 fois, fois, non. 2 fois, mais c'est assez intense, dans le Berry, à Nohant, et il y reste plusieurs jours. Lui, il apporte les fromages, de Normandie, et puis il s'amuse avec, les gamins, le théâtre, les marionnettes, et cetera. C'est une espèce de tonton, de papa poule qui déboule dans le Berry, et ces rencontres physiques hors Paris, parce que les 2 vivaient aussi à Paris. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Elle habitait à Paris, à Palaiseau, également. Flaubert avait un pied-à-terre d'abord, rue du Faubourg du Temple et ensuite, rue Mouriot, près de la plaine Monceau. Donc ils se voyaient à Paris, ils fréquentaient, les mêmes gens. Enfin, ils ont connu Tourguenieff, Pauline Viardot, et cetera, ouais. Mais je crois que oui, ce qui les a opposés, en tout cas, c'est les positions, entre guillemets, «révolutionnaires» de George Sand. Heu, Notamment au moment de 48, comme je le disais. Mais elle a évolué, enfin, Flaubert, lui, de son côté, est resté, campé sur ses positions, aujourd'hui on dirait, conservatrices, réactionnaires, quoi. Mmh. Mmh.
À propos de littérature, il y a aussi quelque chose qui est assez frappant dans les lettres, c'est le rapport qu'ils ont à leur lecteur, enfin l'image qu'ils ont du lecteur. Oui, parce que je pense qu'à l'époque, le lecteur est en train d'évoluer. Le monde de l'édition est en train de changer. Là, ce sont des grosses machines qui commencent à se mettre en place. Les éditions stock existaient déjà. Il y a Kalman Levy qui est en train de se former, hein. Kalman Levy, enfin Michel Lévy, ensuite Kalman Levy, c'est l'éditeur de Balzac, de Stendhal. Voilà, ce sont évidemment de Sand et de Flaubert, avant l'arrivée au début du XXe siècle de Grasset et de Gallimard, qui ont changé la donne. Mais le lectorat est en train de changer. Ce sont aussi des lecteurs qui fréquentent le théâtre, qui est en pleine expansion, qui fréquentent aussi l'opéra bouffe. Enfin, c'est l'époque d'Offenbach, Meyerbeer et tous ces gens-là. Ouais. Mm. Il y a aussi autre chose qui à la fois les sépare et les réunit, c'est la famille. Vous parliez tout à l'heure Oui. d'une position un peu maternelle de Sand par rapport à Flaubert, qui est peut-être un peu différente de celle qu'elle a pu avoir vis-à-vis de Chopin ou de Musset par rapport à Flaubert. Mais la question de la famille est évidemment très, Oui. très présente chez Sand. Oui. Oui, parce que bon, elle est mère de famille, elle a eu des amants, enfin, 1003 de Don Giovanni, c'est un peu ridicule. À côté, si on devait faire la liste, et Flaubert est un solitaire. Après avoir mené une vie quand même dissipée, une vie de voyage, avec ses copains, que ce soit Bourrier ou Maxime Ducamp, euh, il devient un peu retiré des affaires, comme on dit. Ouais. Mmh. Il y a une phrase de Sand qui a dû beaucoup toucher Flaubert. Elle lui a écrit, «Il t'a manqué d'avoir des enfants». Oui. Mm. De son point de vue, évidemment, c'est quelque chose de tellement important, les enfants, et plus on avance dans l'âge, et elle dit finalement, elle se détache un peu de l'écriture, mais que la famille prend de plus en plus Oui. d'importance, qu'elle appelle ça smala. Oui, sûrement, ça a dû le toucher, parce que bon, il est resté célibataire. Je crois qu'il avait des bonnes relations avec sa nièce. Oui, oui, il a élevé sa nièce, en Oui, fait, oui, oui, tout à fait. il a élevé. Bah, ça fait partie de leur grande différence. Alors peut-être qu'en allant à Nohant, il trouvait un foyer, quelque chose C'est vrai. de chaleureux, sans doute, sans doute. Mm. À propos de la famille, il y a une chose qui est très bien dans votre choix de lettres, c'est que vous avez fait quelques coupes parfois. Vous étiez obligé de faire des coupes parce que certaines lettres étaient trop longues et il y avait des anecdotes, difficilement Oui, compréhensibles. des allusions à des personnages qui sont tombés dans l'oubli, donc il fallait pas trop charger l'appareil critique avec le nom d'un député ou d'un Voilà. journaliste. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez toujours gardé, l'entrée et la sortie de la lettre. Oui, bien L'entête sûr. et la formule de sortie, et c'est là où il y a finalement, l'affectivité, les saluts ou les embrassades à la famille, et cetera. Donc il Oui, y a une charte très importante là, et c'est important de garder ces 2. je crois que chacun des deux prenait extrêmement soin dans l'écriture de ses lettres, dans le choix des mots et la formulation des sentiments ou des impressions. Euh, c'est vraiment un dialogue. On les sent vraiment l'un contre l'autre. Enfin, c'est un dialogue de cœur à cœur qui est complètement décomplexé. C'est-à-dire, il n'y a absolument rien de convenu. Comme on peut lire des lettres entre des écrivains très très connus, c'est souvent extrêmement décevant parce que convenu, stéréotypé, souvent des petits mots de politesse ou d'affection. Là, c'est complètement, j'ai envie de dire, c'est hors catégorie. C'est hors catégorie, ils se parlent comme s'ils étaient l'un en face de l'autre après avoir bu deux, trois verres. Voilà, c'est complètement relâché, sans peur du qu'en dira-t-on. C'est pour ça que cette correspondance a vraiment une grande valeur. Mm. Il y a un autre aspect dans votre édition qui est tout à fait intéressant, c'est que vous avez multiplié les sics, c'est-à-dire que, vous avez, transcrit littéralement avec les fautes, et en particulier une faute dont on se demande si c'est un lapsus ou pas, c'est que très fréquemment, Sand accorde les adjectifs et les participes passés au masculin. Oui. Elle dit: «Je suis heureux» ou «Je suis allé», et elle écrit «et».
Et du coup, à travers, cette faute grammaticale, mais qui n'en est peut-être pas une, il y a une lettre qui commence par l'individu George Sand. Oui. Et alors, très logiquement, elle prend, l'individu mot masculin et elle reprend, en parlant d'elle-même à la troisième personne, par il. Mmh. Alors qu'on s'attendrait plutôt à ce qu'elle dise elle, même si elle a commencé en disant l'individu George Sand, moi. Et ça pose le problème intéressant du masculin et du féminin dans le jeu entre les deux. Est-ce que la manière dont Flaubert s'adresse à elle, la manière dont la division entre le masculin et le féminin est thématisée Oui. dans les lettres, vous Oui. pourriez nous en parler? Je vais vous répondre par un propos de Flaubert qui est tout simple et qui est relativement connu, puisque c'est dans une des lettres qu'il lui adresse. Il lui dit: «Vous êtes du troisième sexe». Voilà, fermeture des guillemets. Je pense qu'avec, au-delà on pourrait prendre ça un peu pour de l'humour, mais ça va bien au-delà de l'humour. Ça va bien au-delà de l'humour. Il pensait, je pense, réellement, qu'elle était du troisième sexe, ouais. Et je pense qu'à l'époque, déjà les discussions sur, différenciation, pardon, sexuelle, l'homosexualité était d'actualité. Mmh. C'est des choses qui venaient sur le tapis, comme on dit. Et je pense Mais qu'il joue là-dessus. je Oui. m'étais posé effectivement la question au troisième sexe, on le trouve sous la pneu Balzac dans Père Doriot. Mais, est-ce que Flaubert, n'entend pas autre chose dans cette expression? Est-ce qu'il ne veut pas dire une sorte de sexe qui serait ni l'un ni l'autre? Ah mais c'est tout à fait ça. Oui. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Oui. Ni masculin ni féminin, mais masculin et féminin. Oui. Moi je pense, c'est de cet ordre-là. L'axe de Oui. l'esprit et Sand, de son point de vue, dit qu'il y a qu'un seul sexe au fond. Elle écrit dans une lettre qu'il n'y a qu'un seul sexe. Et c'est tout à fait intéressant cette réflexion autour de la division entre masculin et Oui. féminin. Comment Sand et Flaubert se sont rencontrés et aussi, est-ce que leur correspondance, ou au moins une partie, a été publiée de leur vivant? Pour la première rencontre, les spécialistes s'accordent sur une première rencontre physique au début des années 1860, au cours d'un dîner littéraire, qui avait eu lieu dans un restaurant qui s'appelait Magny, et elle avait été la première femme invitée à ces dîners assez officiels, parce que ces dîners étaient plutôt réservés aux hommes. On trouvait toutes les gloires de l'époque, hein, les frères Goncourt, etc. Voilà, donc la première rencontre physique, c'est là. Mais les lettres s'étalent sur une dizaine d'années, donc de 66 à 76, si je ne dis pas de bêtises. Donc ils ont dû se rencontrer et avoir les premiers échanges épistolaires en 63. Voilà, donc ils ont dû se rencontrer au tout début des années 1860. C'est ce qu'on s'accorde à dire.